Bonjour à tous et bonjour Monsieur Mathias. Merci de nous rejoindre à Lannion. J'ai l'honneur de vous présenter ce matin car j'ai porté avec insistance l'idée de débuter ces journées d'études par l'éclairage de la philosophie. La découverte sur le net de l'une de vos conférences intitulée « Penser le numérique » a suscité un vif intérêt dans notre groupe de travail. Et avec mes collègues, nous avons souhaité vous écouter en direct, cette fois-ci, pour aborder quelques-unes des nombreuses questions posées par le numérique. Et tout d'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on parle du numérique ? Quand nous utilisons ce terme, nous faisons référence à de nouveaux espaces-temps, nouveaux espaces de communication, espaces de savoir. Faut-il alors parler d'une nouvelle culture ? La question du numérique taraude aussi l'école depuis une vingtaine d'années et on observe une mutation des ressources de la connaissance. Vous parlez de data-basification des savoirs. Peut-être allez-vous nous en dire quelque chose et quelles conséquences et quelles difficultés engendre-t-elle pour nos élèves, nos adolescents connectés en devenir ? Et ça a été déjà abordé, mais quelle responsabilité et rôle éthique pour l'école aujourd'hui quand nos adolescents donnent autant d'importance à tous les transmetteurs de savoir, quels qu'ils soient ? Monsieur Mathias, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de philosophie, et vous vous interrogez depuis longtemps sur les effets du numérique sur nos manières de penser, d'enseigner et de vivre. Nous vous écoutons. Merci, madame. Merci, madame. Merci de cette présentation et de l'invitation que vous me faites, que l'association me fait de venir parler devant vous de cette question du numérique. Je vais rebondir, si vous le voulez bien, sur quelques propos de madame le recteur tout à l'heure qui rassemblaient au fond ses remarques autour de 3 points. Celui de la transmission. L'école est chargée de transmettre des savoirs, une culture. Celui de la citoyenneté. L'école est chargée aussi de former des êtres sociables, susceptibles de coopérer dans la construction du monde d'aujourd'hui et de demain. Celui, enfin, de l'éducation, en ce sens que ce que nous sommes, ce que sont nos enfants, ce qu'ils vont devenir, ce ne sont pas simplement des hommes et des femmes de métier, ce ne sont pas simplement des hommes et des femmes qui exercent des compétences dans un domaine qui est spécifique, celui de leur métier, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont une éducation, qui ont une culture, c'est-à-dire qui ont des représentations du monde relativement complexes, qui font sens et qui font que ce sont des êtres d'une grande dignité culturelle. Alors, ces 3 points, transmission, citoyenneté, éducation ou culture, sont au cœur de la question numérique, bien entendu. Et cette question existe dans l'institution scolaire depuis très largement une vingtaine d'années. Lorsque les réseaux ont commencé à se développer au milieu des années 90, le ministère s'est inquiété de ce développement de manière assez marginale, d'ailleurs, au commencement.
une cellule informatique a été mise en place très très rapidement, au milieu, vers 95-96, mise en place par le ministère, et des inspecteurs généraux, de manière très informelle, se sont mis à réfléchir aux questions liées au développement du numérique, ce qu'on appelait à l'époque les technologies de l'information et de la communication. Et puis, les premiers travaux un peu formalisés qui ont été faits, outre les travaux institutionnels qui ont conduit vers le B2I, par exemple, ont été des travaux qui ont concerné le fond de la question. Nous avons des outils numériques, qu'est-ce que nous faisons sur le plan de la culture, sur le plan des disciplines scolaires, sur le plan des lettres, des mathématiques, etc. Qu'est-ce que nous faisons du numérique? Et des cellules ont été créées à l'époque qui ont travaillé sur de nouvelles pédagogies, si l'on peut dire, sur de nouveaux exercices, sur de nouveaux modes d'enseignement, des mathématiques, des lettres, etc., etc. Ces travaux ont fécondé, je pense, les travaux mieux formalisés, plus institutionnalisés, qui ont été conduits pendant la première décennie des années 2000. Alors pendant cette première décennie des années 2000, l'effort qui a été consenti par le ministère a été un effort d'abord technico-pratique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a bien fallu doter les établissements, doter les équipes administratives, doter les professeurs ou aider à doter les professeurs, doter les élèves d'instruments numériques. Une toute récente étude de l'ADEP nous apprend que un élève sur deux, à peu près, à la louche, un élève sur deux est détenteur d'un outil numérique, et que l'un dans l'autre, lycée professionnel plus en avant, lycée généraux et technologiques un tout petit peu plus en arrière, l'un dans l'autre, l'école est bien équipée en outils numériques. Seulement, bien entendu, la question du numérique, ce n'est pas une question de fourniture, ce n'est pas une question de machine. Les machines, bien évidemment, sont inertes. Une machine, ça ne fait rien. Ce qui fait que la machine fait quelque chose, c'est nous qui en avons un usage plus ou moins ordonné, plus ou moins centré sur des préoccupations de nature éducative, citoyenne, disciplinaire. Bref, ce qui fait qu'une machine a un usage, c'est l'horizon de cet usage. Ce n'est pas l'usage lui-même, ce n'est pas la manipulation elle-même qui importe, c'est évidemment l'horizon de cet usage. Alors la question de l'horizon de cet usage constitue, si vous voulez, un véritable millefeuille problématique. Si je parle de millefeuille, c'est parce qu'il est question, dans le numérique, d'énormément de choses. Il est question, par exemple, de ressources numériques. Il faut les créer, ces ressources numériques, que ce soit des aides à l'élaboration des cours, que ce soit des types d'exercices, que ce soit des fiches de connaissances. Il faut les créer. Et il faut que ces ressources correspondent à des exigences scolaires, des exigences disciplinaires particulières, et qu'elles soient adaptées à ces exigences scolaires ou disciplinaires. Mais du même coup, et je parle bien de millefeuille, ce qui est en question, ce sont aussi les programmes mis en jeu par de telles ressources. Alors, programme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien sûr à la fois ce qu'il faut enseigner, mais ça veut dire également la manière dont il faut l'enseigner, mais ça veut dire également la façon dont il faut évaluer ce qui est enseigné. Et si l'on se situe dans le registre du numérique, il n'est plus simplement question des lettres ou des mathématiques ou de l'histoire ou de la philosophie ou de n'importe quelle autre discipline et du numérique, mais il s'agit bien d'une
forme numérique des lettres, d'une forme numérique de l'enseignement de l'histoire, d'une forme numérique de l'enseignement des mathématiques, etc., etc. Et donc il y a un infléchissement tout à fait naturel et nécessaire de ces programmes dans ce sens. Mais infléchissement de ces programmes dans ce sens, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faut des compétences particulières pour manipuler non seulement les connaissances liées au programme, mais également les programmes qui servent, en un autre sens cette fois-ci, les programmes qui servent à tirer parti de ces connaissances. Et là, on passe de programme scolaire à programme informatique. Ce n'est pas un sophisme, je vous annonce d'entrée de jeu la difficulté. Donc on glisse d'un sens du mot à un autre sens du mot. Bien évidemment, si l'école s'intéresse au numérique, bien évidemment, elle s'intéresse aux sciences du numérique, qui sont en tout cas liées au numérique, et la question se pose alors de savoir si le numérique, ou si en tout cas l'informatique, doit faire ou non l'objet d'un enseignement spécifique, s'il faut ou non créer des structures adaptées à cet enseignement spécifique, s'il faut ou non qu'un CAPES ou qu'une agrégation d'informatique soit mise en place, etc., etc. Cela se discute. Vous voyez comment s'ajoutent les unes aux autres les couches de ce millefeuille problématique. À quoi s'ajoute encore, bien entendu, une question, si l'on veut dans nos pratiques, celle de la régulation des usages. Où fait-on du numérique? Comment fait-on du numérique? Est-ce que faire du numérique, c'est faire de l'informatique? Est-ce que faire du numérique, c'est manipuler des outils informatiques tout en ne connaissant rien à l'informatique proprement dite? Est-ce qu'il doit y avoir une part, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de cours consacrés à une configuration numérique de la discipline qu'on enseigne? Est-ce que le numérique est obligatoire? Est-ce qu'il est facultatif? Voilà un autre type de question qui met en jeu à la fois les professeurs, leurs choix propres, mais aussi les équipes administratives, mais aussi donc la structure scolaire en tant que telle, enseignement primaire, enseignement secondaire. La question se pose, c'est-à-dire des difficultés se rencontrent et des hommes, des femmes discutent de la meilleure façon de faire. Et puis autre chose encore, le numérique, ce n'est pas l'école. Le numérique, ce n'est pas non plus en dehors de l'école. Le numérique, c'est dans l'école et hors de l'école. Le numérique, c'est un entrelac d'espace. L'école n'est pas en dehors du monde numérique. Et le monde qui n'est pas dans l'école entre dans l'école. Entre dans l'école par l'intermédiaire, par exemple, des applications mises à la disposition des familles pour prendre connaissance d'un emploi du temps, pour prendre connaissance d'un cahier de texte, etc., ou pour entrer en contact avec une administration. Alors, là aussi, il y a des besoins de régulation. Et puis, ce n'est pas tout. Bien entendu, il y a aussi une question qui se pose, qui est celle du rapport au savoir. Vous avez un monde extrascolaire, qui est un monde numérique, dans lequel on recueille des myriades d'informations sur des myriades de choses. Dans lequel il y a un monde dans lequel on apprend des choses, dans lequel on s'instruit. C'est indéniable. Le numérique nous permet de nous instruire en dehors et de l'école et de la famille, tout simplement en naviguant, comme on dit, sur la toile. De nous instruire, ou du moins d'acquérir un certain nombre de connaissances, au moins un certain nombre d'informations. Mais du coup, vous voyez bien une petite difficulté qui se pose. L'étudiant un peu malin, l'élève un petit peu malin, qui pendant que son professeur fait sa leçon, vérifie les données, vérifie les connaissances du professeur, et il dit « Mais vous avez dit que Marignan, c'était 1516. Non, monsieur, c'est 1515, Marignan, vous vous êtes trompé. » Alors, je prends un exemple trivial, mais vous voyez bien, lorsque l'exemple est un peu moins trivial, il y a un certain désarroi peut-être produit dans les équipes pédagogiques, comme on dit. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que
le numérique met en concurrence des espaces. Je ne dis pas des personnes, je ne dis pas l'élève malin et le professeur un petit peu défaillant. Nous avons tous des défaillances à un moment ou à un autre. Il ne s'agit pas de stigmatiser ce point-là, mais il y a une perméabilité du scolaire et de l'extrascolaire qui fait que l'école est en concurrence avec le monde et doit tenir son rang dans le monde. Elle doit tenir son rang. Et tenir son rang, c'est aborder, c'est assumer d'une certaine manière la question du numérique. Alors pour resserrer un petit peu ces difficultés, vous voyez, je parlais de millefeuille, j'ai évoqué un certain nombre de difficultés, il y en a sans doute d'autres, mais pour resserrer un petit peu les choses, moi je dirais qu'il faut s'intéresser peut-être plus particulièrement, en tout cas je m'intéresserai moi aujourd'hui avec vous plus particulièrement à deux choses. D'une part, au nouveau régime de savoir qu'implique le développement du numérique. Le savoir, pour dire les choses très simplement, le savoir, ça n'existe plus aujourd'hui comme ça existait il y a 40 ou 50 ans. Ça existe aussi comme cela existait il y a 40 et 50 ans, mais cela existe aussi d'une autre manière. Et il faut voir comment ces deux choses-là s'ajustent l'une à l'autre. Et puis, ce qui va m'intéresser également un petit peu, c'est ça va faire encore plus de Larsen. Il faut s'intéresser aussi, c'est un autre aspect de la question, aux difficultés, disons, éthiques et pratiques qui sont liées au développement du numérique. Alors, il est clair que le côté pratique est réglé de manière institutionnelle, ou peut se régler, pas tout à fait, mais peut partiellement se régler de manière institutionnelle. Nous sommes tous au fait de la décision et du retentissement qu'a eu cette décision de notre ministre Blanquer d'interdire l'utilisation du téléphone portable à l'école ou au collège. Il ne faut pas prendre de manière étriquée cette interdiction. Elle a un grand sens et il faut bien lire le texte et voir qu'il s'agit bien d'un principe. Il ne s'agit en effet pas de dire le téléphone portable est interdit à l'école, c'est-à-dire la vie est interdite à l'école, le téléphone portable fait partie de la vie. Il s'agit plutôt de dire il y a un principe, c'est l'école est en principe un espace je vais oser le mot, un espace un peu sanctifié. C'est l'espace du savoir, où le savoir et où une certaine tenue personnelle s'édifie progressivement. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce monde est à ce point sanctifié qu'il est étranger au monde extérieur et que nul n'entre ici s'il est muni d'un téléphone intelligent. Il s'agit plutôt de dire qu'il y a de bons et de mauvais usages du téléphone portable et que la cour de récréation n'est peut-être pas le lieu où ces usages sont le mieux adaptés. Dans une cour de récréation, on a quand même pas mal intérêt à jouer au foot, à jouer au ballon, à discuter, à se taper un petit peu dessus gentiment, etc. Enfin bon, la cour d'école, le petit Nicolas, la cour du petit Nicolas. Le téléphone portable pouvant, sous couvert du règlement intérieur de l'établissement, sous couvert des exigences du professeur, être utilisé en cours, par exemple, et il n'y a aucune incompatibilité entre l'interdiction formelle et cette utilisation du téléphone portable en cours, pouvant être utilisé de manière mesurée et raisonnable. Alors, moi, je pense qu'une partie de la question pratique est réglée par ce genre de disposition. Ce qui m'intéresse plus, ou ce qui m'intéressera plus encore aujourd'hui, c'est d'insister un peu sur la dimension cognitive des difficultés que nous rencontrons
et au fond à titre personnel, privé, familial et à titre institutionnel en tant que représentant de l'école que nous rencontrons avec le développement du numérique. Alors, insister sur cette dimension cognitive de la difficulté, c'est d'abord observer, ensuite essayer de comprendre une véritable mutation qui a lieu depuis une trentaine d'années des ressources de la connaissance. Alors, comme je le disais à l'instant, concrètement, le savoir, ça existe aujourd'hui comme ça existait autrefois. C'est-à-dire que les mondes numériques n'ont pas aboli le livre, n'ont pas fait disparaître les musées, n'ont pas dissous dans le néant les institutions académiques, l'école, l'université, etc., etc. Ils n'ont pas fait disparaître les chercheurs, les maîtres, les élèves eux-mêmes, qui sont toujours réunis en classe ou dans des groupes de travail et qui apprennent de cette façon-là. Mais ce qu'il faut observer, c'est que le développement du numérique, c'est-à-dire d'abord ici le développement des ressources numériques de la connaissance, a produit un véritable enrichissement, une manière de duplication du monde de la connaissance que nous avons connu jadis. Une duplication. Alors, pas une réplique exacte, pas une copie numérique de ce qui existait, comme on peut dire qu'un PDF est une copie numérique d'un livre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, d'une part, un certain nombre de ressources qui existaient sous une autre forme, sous une forme imprimée, sous la forme d'une image, sous la forme d'un son, etc., d'un son enregistré de manière analogique. Un certain nombre de ressources ont été numérisées et existent désormais sous une forme numérique accessible et transformable. Et d'autre part, qu'un certain nombre de ressources sont désormais produites de manière directement ou immédiatement numérique. Ce que je veux dire donc, en disant qu'il faut observer une mutation des ressources de la connaissance, c'est que un nouveau mode d'existence de ce qui est connaissable, des savoirs, de l'encyclopédie du monde, pour dire un petit peu vite, un nouveau mode d'existence de toutes ces choses-là existe désormais et est à notre disposition. Quel est ce mode d'existence? Eh bien, c'est l'ensemble des objets numériques auxquels nous avons affaire, c'est-à-dire un ensemble d'objets qui existent selon une sorte d'équivalent de la bibliothèque d'autrefois, à savoir sous la forme de la base de données. C'est pourquoi, en un mot un petit peu barbare, je parle, mais je ne suis pas seul à parler de cela, je parle d'une databasification des ressources de la connaissance. Le monde contemporain se caractérise comme un monde qui databasifie ses savoirs, qui databasifie ses ressources. Alors, les choses sont assez simples en réalité à décrire. Un texte existe aujourd'hui, par exemple un texte existe sous une forme numérique. Et sous cette forme numérique, il permet un accès numérique ou informatique, si l'on veut, et par exemple, pour en rester au plus simple, par exemple, de faire des recherches. En un quart de seconde, on peut, dans les Confessions de Rousseau,
trouvez les quelques pages vers le livre 3-4 qui sont consacrées à la jeune Madame de Warens et faire apparaître tout aussitôt les quelques pages vers le livre 8 ou 9 qui concernent Madame de Warens, âgée, flétrie, qui désespère un peu Rousseau. Je soupçonne, il ne le dit pas, mais je soupçonne malgré tout qu'elle le dégoûte un peu quand il est lui-même quadragénaire. Les pages sur Madame de Warens vieillie ne sont pas si tendres que ça, je trouve, c'est ma lecture. Après tout, je passe peut-être à côté de quelque chose. Enfin, elles n'ont pas l'enthousiasme des pages qui sont consacrées à sa jeunesse. Bon. Quelques secondes suffisent pour passer des unes aux autres. Pourquoi quelques secondes suffisent? Mais parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que les confessions sous forme numérique? C'est une base de données. Chaque mot occupe une position particulière dans cet ensemble, et parce que les mots occupent une position particulière dans un ensemble, on peut les chercher, on peut les trouver, on peut en faire à peu près ce qu'on veut en faire. Une conférence, ou se rappeler quelque chose, raviver sa mémoire, etc., etc. Or, vous voyez que si on dit des confessions que c'est un texte databasifié, ce qu'on dit, c'est que les confessions, d'abord, c'est de l'information. C'est épouvantable de dire ça d'un texte de Rousseau, c'est de l'information. Et concrètement, matériellement, c'est ça. Et concrètement ou matériellement, c'est ça, ça veut dire que, matériellement, qu'il s'agisse des confessions de Rousseau ou du dernier article, du dernier journal local ou national sur ceci ou sur cela, c'est la même chose, matériellement, c'est la même chose. Ce sont des mots qui ont une position dans des ensembles, qui sont des bases de données. Et qu'il s'agisse de texte, qu'il s'agisse d'images, ou qu'il s'agisse de sons, tout ça, ce sont des données dans des ensembles. Ce qui fait que, matériellement parlant, si l'on veut, quand on parle de databasification des savoirs, ce qu'on décrit, ce sont des espèces de bibliothèques. Mais tandis qu'une bibliothèque est un lieu où on trouve des livres, qu'une médiathèque est un lieu où on trouve des disques ou des vidéos, et que, je ne sais quoi, une ludothèque est un lieu où on trouve des jeux, eh bien, les espaces numériques sont une bibliothèque, une biblioludo, vidéo, enfin ce que vous voulez, une tech. Voilà. C'est une tech où on trouve de tout. Et on trouve de tout de manière, sinon indifférenciée, en tout cas à ce point entrelacé que il faut apprendre à faire avec. Il faut apprendre à faire avec, il faut apprendre à chercher, il faut apprendre à distinguer ce qui doit l'être, etc., etc. Or, il faut apprendre à, ça veut dire qu'au premier abord, au premier regard, on n'y arrive pas. Et qui arrive? Nous sommes tous des chercheurs monomaniaques sur Google. C'est à peine si nous allons au-delà de la 3e ou 4e ligne pour choisir la réponse que nous estimons être la meilleure. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes peut-être des chercheurs chevronnés, mais le chevronné s'arrête à la ligne numéro 3. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes aussi, allez, reconnaissons-le, nous sommes aussi un petit peu nigauds dans nos recherches. Mais ça suffit, pour la vie ordinaire, ça suffit. Mais la nigauderie, si je puis me permettre, est quand même l'angle d'approche le plus immédiat de la chose. Il faut s'assumer.
Nigo. C'est ça, le numérique. Mais alors, s'assumer Nigo, c'est aussi se dire qu'il faut apprendre, qu'il faut devenir malin, qu'il faut travailler. Et ça veut dire aussi qu'il faut se poser la question ou les questions, de savoir dans quel sens travailler, comment, qu'est-ce qu'il faut apprendre, est-ce qu'il faut apprendre l'informatique, est-ce qu'il faut apprendre autre chose, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas nigauds parce que nous sommes des incapables, mais parce que c'est la structure même de la chose qui nous qualifie telle. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce monde est si complexe et en fait si riche, si pléthorique, si massivement informé, que nous sommes immédiatement dans une surcharge cognitive complète. Immédiatement dans une surcharge cognitive complète. Ce qui a pour conséquence qu'il faut que nous apprenions à nous limiter ou à limiter notre relation au numérique, ou qu'il faut apprendre à en surmonter les biais. Et cela, à la limite, ça prend peut-être assez vite. Il faut apprendre à lire les pages auxquelles nous avons accès sur les réseaux. Alors, il faut apprendre à lire, très bien. Voyez précisément la difficulté de la chose. Nous savons lire. Alors, laissons de côté le numérique. Nous savons lire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lisons les Confessions de Rousseau à perte libre, car nous savons lire la langue française. Vous n'avez pas gardé le souvenir de petites angoisses à l'école quand vous aviez à expliquer une page de Rousseau, ou une page de Flaubert, ou une page de Proust, ou un poème de Malherbe, etc. Ça ne vous rappelle rien, ça? Je dis, nous savons lire. J'aurais envie de dire, pas trop quand même. C'est-à-dire que autant est remarquable une lecture précise, savante, cultivée d'une page de Rousseau, autant peut être lamentable une lecture imprécise, mal informée, inculte de la même page de Rousseau. C'est même à cela que servent nos concours de recrutement. Distinguer un candidat qui, sachant faire une bonne lecture d'une mauvaise lecture d'une page de Rousseau ou de Descartes, mérite ou ne mérite pas son CAPES ou son agrégation de lettres ou de philosophie. Alors, certains d'entre nous savent mieux lire que d'autres. Et puis, nous savons lire, d'accord, mais si peu. Et puis, pour ce qui est de regarder des images, c'est un petit peu la même chose, non? Nous savons interpréter des images ou nous ne le savons pas. Nous savons commenter ou nous ne savons pas commenter un tableau. Pourtant, tous nous visitons des musées. Mais certains d'entre nous parlent si bien des tableaux qu'ils ont devant eux. Et d'autres, parmi nous, n'en parlent pas bien ou n'en parlent pas du tout. Et de la musique, on peut dire la même chose. Vous voyez qu'il est déjà très difficile de lire, de regarder, d'écouter. Lire, regarder, écouter, cela mobilise des facultés qui ne sont pas si simples à décrire et qui expriment une grande complexité dans l'acte de lire, une grande complexité dans l'acte de regarder, une grande complexité dans l'acte d'écouter. Alors imaginez qu'il y ait non pas soit à lire, soit à regarder, soit à écouter, mais à lire, regarder, écouter. À lire, regarder, écouter. Alors c'est exactement ça, une page web. Une page de la toile, c'est une page qu'il faut lire, regarder, écouter.
et qui est d'une certaine façon saturé. Alors bien sûr, les pages institutionnelles sont généralement bien faites et n'exposent que de l'information. Mais enfin, tous les sites commerciaux qui nous envahissent de publicité, qui nous envahissent de fenêtres surgissantes, etc., etc. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ça s'apprend. Alors, on n'apprend pas à lire, on n'apprend pas à regarder, on n'apprend pas à écouter, on apprend, et où il faudrait apprendre à lire, regarder, écouter ces choses-là. Et ça, si l'école a pour viser d'apprendre à lire, d'apprendre à compter, etc., etc., elle doit avoir pour viser aussi d'apprendre à lire, regarder, écouter. Et quels sont les professeurs de cette discipline curieuse où l'on apprend à lire, regarder, écouter? Est-ce qu'il y a un professeur spécialisé dans cet acte-là? Ou est-ce qu'il faut plusieurs professeurs? Est-ce que ça n'est pas l'école tout entière comme système cognitif? C'est comme système cognitif qui fait ça. C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas dans le creuset d'une véritable culture que lire, regarder, écouter devient possible? Et c'est pourquoi je me pose en fait la question de l'émergence d'une culture numérique ou d'une culture du numérique. Les questions qui se posent avec le numérique, avec les usages que nous en faisons. Eh bien, j'aurais peut-être dû commencer par là. Le numérique, qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est un peu tout et n'importe quoi, en vérité. Toutes sortes d'expériences qui passent par la manipulation d'outils également qualifiés d'informatique. Un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, etc., etc. Le numérique, c'est l'expérience que nous faisions des réseaux, c'est l'expérience que nous faisions, et de moins en moins, il est vrai, d'encyclopédies sous forme de CD-ROM, c'est de plus en plus l'expérience que nous faisons de forme de télévision par voie numérique, en sorte que, au fond, la recherche d'informations et le visionnage d'un film, pourquoi pas en sous-main aussi un petit jeu, etc. Tout ça est compatible. Tout ça est compatible et il suffit d'avoir 3 ou 4 yeux à la place de 2 pour 4 yeux, pardon, mon Dieu. Je tapais sur les doigts. Il suffit d'avoir 3 yeux, n'est-ce pas, pour regarder 3 écrans, avec une conférence à préparer sur le premier, le journal télévisé sur le second et du chat sur le troisième. Donc, on dirait qu'il faut 3 écrans de nos jours. Tout est possible. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on a affaire avec le numérique à un éventail assez vaste de possibilités. Et c'est pourquoi c'est un terme commode, c'est un terme valise, le numérique. Quand on entre un peu dans le détail, par exemple, ce n'est pas la même chose que l'informatique. L'informatique, c'est une discipline, c'est une science, si l'on veut, très, très rigoureuse. Le numérique, c'est un peu de tout. Bon. Alors, ce qui m'intéresse, là en l'occurrence, c'est justement ce halo, cette nébuleuse qu'on désigne sous le mot valise de numérique. Et ce qui m'intéresse, c'est la culture qu'exige cette nébuleuse. Une culture qu'on ne peut pas résumer à l'acquisition et à la maîtrise de certaines compétences. On parlait tout à l'heure d'agilité, mais je vais reprendre ce mot dans ce sens habituel, classique, dans celui d'autrefois. On n'est pas agile, c'est-à-dire qu'on est capable de se contorsionner ou de ne pas se contorsionner,
de se plier, de prendre la position du lotus ou pas. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien sûr que vous l'avez remarqué. Mais nos élèves, enfin les élèves qui sont nés, les jeunes gens, les jeunes filles qui sont nées depuis le début des années 90 sont nés avec une musculature des pouces et en fait une agilité des mains tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire, ce sont des mutants. Ce sont des mutants. Voir ces jeunes gens, comme vous et moi, quand nous envoyons un SMS, nous tenons notre téléphone de la main gauche et de l'index, gentiment, toc, 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 nous appuyons sur les touches appropriées. Mais pas eux, ce sont des aliens, les jeunes. Alors, c'est entendu, ils sont extrêmement agiles. Ils sont extrêmement agiles. Et puis, cette agilité, ce n'est pas seulement une agilité physique. Vous avez très très certainement eu l'expérience de la chose. Un fils, une fille, des enfants qui font leurs devoirs en jouant à World of Warcraft, en écoutant le dernier disque de rap qu'ils ont acheté, en faisant du chat avec des SMS, un copain, une copine, etc., tout en même temps. C'est infernal, c'est absolument infernal. Mais ils s'en sortent plutôt bien, techniquement parlant. Et je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire quand les choses restent raisonnables, bien entendu, parce qu'au-delà d'un certain seuil, ça pose des problèmes. Mais en deçà d'un certain seuil, je ne suis même pas sûr que ça affecte fondamentalement la qualité de leurs travaux scolaires, enfin, je veux dire des devoirs faits à la maison. Pas. Ça se discute, ça se discute. Ça dépend en fait s'ils sont bons, pas bons, etc. etc. Bon, c'est une affaire de famille, ça, c'est pas vraiment une affaire quant au fond. Mais ce qui est quant au fond, c'est que tout ça, c'est pas très intéressant en réalité. C'est-à-dire que cette agilité ne donne pas ce qu'on pourrait appeler, ou ne dénote pas, ne donne pas, je ne sais pas, mais ne dénote pas, ne traduit pas une véritable culture numérique. Je dirais que c'est pas parce qu'on sait envoyer 1000 SMS à la minute ou qu'on sait faire 36 choses sur 36 écrans à la fois qu'on a affaire à un être en qui on peut parler d'une culture numérique. Parce qu'au fond, si on parle d'une culture numérique, c'est un peu comme quand on parle de la culture en général, il ne s'agit pas de connaissances éparses, il ne s'agit pas de compétences éparses, il s'agit d'un système cohérent de représentation, d'un système cohérent de valeurs qui caractérise une personnalité, qui caractérise une position sociale, une position existentielle plus que sociale. On va dire que être cultivé, c'est être à un certain niveau social, ne pas l'être, c'est être à un autre niveau social. Une culture, c'est une position existentielle. Et nous avons tous une culture populaire, aristocratique, bourgeoise, etc., etc. Tout ça entremêlé. Ces cultures dénotent des positions existentielles. Alors, culture numérique ou culture du numérique, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut parler, et à quelles conditions est-ce qu'on peut parler de culture en parlant du numérique? Je verrai deux choses à examiner rapidement. La première, c'est ce qui ressort de la locution culture du numérique. Quand on parle, d'une culture du numérique, de quoi parle-t-on ou de quoi devrait-on parler? Je crois qu'on devrait parler
de quelque chose comme d'un objet, le numérique, c'est cette nébuleuse que j'évoquais tout à l'heure, dont il faudrait apprendre à mesurer les difficultés, dont il faudrait apprendre à connaître les pièges, dont il faudrait apprendre à connaître les arcanes, pas nécessairement les pièges d'ailleurs, mais au moins les arcanes, et qui donc supposerait un ensemble, un système de connaissances, des connaissances informatiques, mais aussi une inscription de ces connaissances dans un horizon, par exemple, de recherche, faire des enquêtes sur la toile, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher à savoir ce qu'est la toile, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le projet qu'on a? On peut avoir un projet littéraire, examiner les modes d'expression sur la toile. On peut avoir un projet sociologique, examiner les positions qu'occupent les agents sur la toile quand ils s'expriment. On peut avoir un horizon philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'Internet? Le mot désigne quelle réalité? Donc, culture du numérique, ça voudrait dire ça. Une culture formée, consolidée, avec un véritable horizon, pour laquelle le numérique, de nébuleuse, devient un espace de recherche et de connaissance. Et puis il y a cette autre expression, culture numérique. J'ai une bonne culture ou j'ai une mauvaise culture numérique. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire quelque chose d'analogue à ce qu'on entendait par culture classique. Qu'est-ce que c'est que la culture classique? C'est un peu de littérature, un zeste de connaissances muséales, maintenant aussi une certaine accointance avec le cinéma, avec le théâtre. Enfin, vous voyez, l'homme cultivé sait parler d'un peu tout, plus ou moins bien, etc. Et puis, il est plus ou moins cultivé. C'est un système de représentation. Alors, il faudrait dire que culture numérique, c'est aussi un système de représentation donnant la capacité d'exploiter les possibilités qu'offre le numérique. De même que la culture classique contribue à l'exploitation des possibilités de la vie ordinaire, faite de briques et de mortier, de même, la culture numérique serait un système de représentation facilitant l'exploitation des offres de possibilités du numérique. Alors la question qu'on se pose alors, c'est qu'est-ce que c'est en somme qu'un homme cultivé, c'est-à-dire qu'une tête bien faite, pour reprendre l'expression de Montaigne. Alors on pourrait dire, en raisonnant par l'absurde, qu'une tête bien faite, c'est d'abord une tête qui sait exploiter au mieux de leurs possibilités les outils informatiques. Ça n'est en soi pas simple. Et l'intérêt d'aborder les choses de ce point de vue-là, c'est qu'au moins là, on sait ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre à manipuler les applications, on doit apprendre à en orienter l'usage selon des fins précises, on doit apprendre à éviter les biais que présentent les espaces numériques, etc., etc. On doit apprendre, au fond, à bien se rendre présente cette idée que les machines ont des effets de réalité. Les machines ne sont pas d'un côté, un peu comme des instruments, si vous voulez, des instruments inertes qu'on manipulerait pour obtenir des résultats. Les machines
du fait de leur fonctionnement automatisé, du fait de leur réticularité, du fait qu'elles soient mises en réseau. Les machines ont des effets de réalité. Je vous renvoie au débat, si ce n'est plus d'ailleurs, au débat qu'ont suscité les élections américaines en 2016, leur supposée ou peut-être effective manipulation et également la décision qu'a prise le gouvernement français de lutter contre les fake news. C'est une décision tout à fait officielle. Il y a une ou deux références que j'indique dans l'article, dans le texte de la communication, dans le texte qui correspond à la communication que je suis en train de vous faire, que vous aurez peut-être l'occasion de voir sur le site de votre association. Il est clair que les machines ont, et pour dire par métaphore, ont une vie. Elles ont une vie et elles ont des effets sur notre vie. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas qu'elles sont vivantes et que l'ère de Terminator est arrivée. C'est bien Terminator, mais c'est du cinéma. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les machines, les seuls effets des machines ne sont pas les effets que nous escomptons en toute connaissance de cause. Elles ont, d'une part, les effets que nous escomptons en toute connaissance de cause, mais elles ont d'autres effets qui, d'une certaine façon, nous échappent au moins partiellement. C'est un aspect des choses, mais justement, alors, la maîtrise technique qu'impliquent les machines ne sont pas le seul aspect de ces choses. L'autre aspect, et c'est lié à l'expression même de Montaigne, une tête bien faite. À l'ère numérique, qu'est-ce que c'est qu'une tête bien faite? C'est à mon sens une tête qui est d'abord faite à la manière de Montaigne. Je veux dire par là, qui est faite à l'ancienne. Alors, qui est faite à l'ancienne, ça veut dire qui est faite de telle sorte que ses capacités interprétatives et créatives soient entièrement préservées. Il n'est pas impossible que la bibliothèque, la librairie de demain, la fameuse librairie Montaigne, ne soit pas faite d'étagères et de livres imprimés, mais que cette librairie de demain soit faite de bases de données. Mais de même que dans une librairie faite d'étagères, il faut savoir naviguer, il faut avoir le goût de naviguer, il faut entrer en conversation avec des livres, et de la même manière, dans une librairie numérique ou virtuelle, c'est un faux sens d'ailleurs virtuel, c'est à tort que nous employons ce mot-là. Il faut être capable et avoir envie de naviguer dans cet espace-là. Ce que je veux dire, c'est qu'une tête bien faite à l'ère du numérique, c'est fondamentalement une capacité de lecture, d'interprétation, et à partir de là, de création, de contenu, de connaissances. Pas nécessairement, nous n'avons pas tous à avoir des vies académiques. Création d'espaces de vie, création de coopération, d'interaction, de socialité, etc., etc. On voit bien revenir les trois pôles qu'évoquait Madame le recteur tout à l'heure: éducation, transmission et évidemment, j'oublie le troisième, c'est le plus important, mais citoyenneté. Et citoyenneté. Intéressant lapsus. On voit bien la socialité, la socialité, la coopération,
d'interaction, et que tout cela, ça passe par l'exploitation des savoirs. Ça passe par la consolidation des savoirs, par la consolidation des capacités herméneutiques que donnent les savoirs. On ne sait pas comme c'est un disque dur. C'est-à-dire, ce n'est pas une mémoire inerte que le savoir. C'est un savoir que vivifie le rapport à la réalité, que vivifie le rapport aux autres, qui se vivifie donc dans la mobilisation qu'on est capable de faire de ce savoir. Ce qu'on peut donc anticiper comme une culture numérique, c'est non pas une culture faite de techniques diverses, même si, j'insiste beaucoup là-dessus, l'apprentissage des techniques informatiques est un apprentissage désormais tout à fait indispensable. Peut-être pas de la programmation dure, mais des techniques liées aux applications, à leur diversité, à leur complexité, aux espaces de la toile, etc., etc. Il y a une dimension technique très très importante, mais l'horizon d'une culture numérique, c'est l'assomption, le fait d'assumer, c'est l'assomption du lien très étroit qui existe entre, d'une part, les systèmes informatiques, les bases de données, les instruments, etc., etc., et le monde de la vie. Il n'y a pas l'informatique, la vie, mais le monde de la vie est un monde dans lequel il y a d'une part des arbres, d'autre part des mouettes, et enfin des ordinateurs et des tablettes. Les ordinateurs et les tablettes, ce sont les mouettes du monde de demain, si je puis dire. Et les arbres, eh bien j'en sais rien, c'est la toile, ce sont les savoirs, etc., etc. Bref, une culture numérique, je crois, je l'entrevois, je l'ambitionne peut-être, comme vraiment une manière d'assumer cet entrelac du numérique et de ce qui ne l'est pas, et d'assumer l'immense difficulté que très légitimement rencontre l'école pour résoudre toutes les parcelles, tous les problèmes qui se posent ici. Une vraie culture numérique peut être une vraie culture scolaire. Cette vraie culture numérique et scolaire, c'est celle qui consiste, en somme, non pas à se cacher les difficultés, non pas à résoudre les difficultés par la mobilisation de simples instruments, mais en assumant pleinement l'opacité, le caractère totalement nébuleux de la réalité à laquelle nous avons affaire. Bref, c'est en nous jetant dans l'incertitude, dans cette belle incertitude de demain, que nous affronterons au mieux, je crois, le numérique. Merci. Merci, Monsieur Mathias. Nous allons essayer d'affronter ces nébules pendant 3 jours, niveau que nous sommes en cœur de l'urbanisme. Mais c'est bien de se remettre aussi un peu au niveau auquel nous sommes, parfois interloqués devant ces machines étonnantes. Nous avons un temps maintenant de questions. Si nous pouvons en profiter largement pour échanger avec la salle. Je vais descendre avec le micro afin de recueillir vos étonnements peut-être, parce que nous avons choisi d'être très large et de poser vraiment une
de l'usage du numérique, des usages, et de nous amener à réfléchir au-delà de ce qu'est la machine. C'est parfait. Vraiment, c'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour cette prise de distance et le lien fait et le rappel de la dimension culturelle des outils et des savoirs numériques et effectivement cette grande richesse qui démocratise l'accès au savoir. Il n'y a pas de monsieur. Qui démocratise l'accès au savoir. Je pense que la plupart des collègues partageront avec moi l'idée que, en plus, la notion de lutte contre les inégalités et de démocratisation des écoles, effectivement, si en plus le numérique le permet, on est tout à fait d'accord. Mais vous avez dû entendre dans mon propos introductif la question que je me posais sur la façon dont, effectivement, ces bases de données, ce big data, se constituent aussi par la capture des données des jeunes qui les utilisent. C'est-à-dire que là, vous avez une vision où, effectivement, la culture numérique serait comme celle des livres, comme celle des films, comme celle des tableaux, mais les tableaux n'attrapaient rien des individus qui les regardaient, les livres n'attrapaient rien des individus qui les lisaient, et les films n'attrapaient rien des personnes qui les regardaient. Or, à travers ces différents outils qui donnent un accès immense à toute cette culture, on voit que de plus en plus, l'usage qui en est fait, c'est de créer ces outils qui mettent à disposition de la culture, on va dire comme ça, auprès des jeunes, notamment des adolescents et des plus jeunes, mais au passage d'en attraper quelque chose. Au passage je connais l'expression, d'aller miner des données chez nos enfants et nos adolescents. Et c'est vraiment une question que je me pose, que je trouve, voilà, votre approche est très très intéressante, mais les supports qui se multiplient actuellement ne sont plus aussi innocents que l'étaient les livres ou tous les CD-ROM, les bases de données. Voilà, ils sont moins innocents, ils captent en même temps. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous répondre dans toute la mesure de mes possibilités. Je suis tout à fait d'accord avec votre description des choses, c'est-à-dire votre description de la constitution actuelle des bases de données. Remettons les choses en contexte. Je vous disais en commençant tout à l'heure que ma préoccupation aujourd'hui était de nature plutôt, je dirais, épistémologique. Essayer de savoir ce que c'est que savoir à l'âge du numérique. Mais s'il y a une dimension épistémologique au problème, il y a également une dimension pratique, c'est-à-dire éthique et politique. Et ce que vous évoquez dans votre intervention, c'est la dimension, au fond, principalement éthique et vraiment politique de la difficulté. Avec la constitution de bases de données faites des données personnelles, faites des identités vivantes de chacun de nous. C'est-à-dire, lorsque nos navigations font l'objet d'enregistrements divers et variés, lorsque le passage de tel site à tel autre, et lorsque notre navigation à l'intérieur de tel site présente telle ou telle configuration, ces choses-là ne sont peut-être pas systématiquement, quoique, mais en tout cas, ces choses-là peuvent être enregistrées et deviennent des données exploitables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans que vous
demandiez quoi que ce soit à tel ou tel commerçant de l'Internet, et je n'en cite aucun, lorsque vous arrivez sur son site, vous voyez des publicités, vous voyez des réclames, sont mises en avant des produits qui ressemblent à ceux que vous avez déjà consultés, et les propositions qui vous sont faites prennent presque les devants sur les achats que vous comptez faire. Pourquoi? Parce que l'exploitation des données personnelles est très très active et efficace et pose un problème social et politique. En principe, dans le monde normal, c'est l'État qui connaît mon identité et qui la définit. J'ai un état civil, je suis né de tel père et de telle mère, à tel endroit, j'ai un numéro de sécurité sociale, etc. C'est l'État qui s'occupe de ça. D'autres identités me concernant existent sur les réseaux. Une identité, alors peut-être de chercheur, une identité d'acheteur, une identité de navigateur compulsif, est-ce que je sais encore? D'autres identités existent, dont la garantie n'est pas donnée par l'État. Alors certains s'en réjouissent. Dans la culture américaine, on se réjouit de n'être pas défini par une structure administrativo-politique. Curieusement, on ne s'inquiète pas du fait que l'identité économique qu'on représente est définie par des officines privées. Aux États-Unis, on a ou on n'a pas un historique de paiement. Exister sur le territoire américain, pouvoir y obtenir une carte de crédit, par exemple, pouvoir obtenir un crédit pour l'achat d'une maison, que sais-je, encore, une voiture, louer un appartement, cela suppose d'avoir un historique financier. Et si je débarque aux États-Unis à 40 ans et que je n'ai pas d'historique financier, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je n'existe pas. Il faut que je trouve des voies de contournement. Je n'existe pas. Mon identité n'est pas établie. Ou alors, pour l'établir, il me faut emprunter à des taux quasiment d'usure. Et mon identité n'est pas établie. On ne s'inquiète pas de ça, de la privatisation des identités. Et la question de la publicité ou de la privatisation des identités, c'est une vraie question de société. C'est une vraie question, je dirais même, de philosophie politique. Est-ce que citoyen signifie membre d'une communauté politique, ou est-ce que citoyen signifie, à l'intérieur d'un cadre politique extrêmement large, extrêmement délié, citoyen, c'est être acheteur, c'est avoir une identité financière, c'est avoir une identité commerciale, etc. C'est une vraie question. C'est une question de nature, oui, sociopolitique. Et c'est un aspect des choses qu'on devrait être amené à apprendre à connaître à l'école. Et ça entre, du coup, dans le cadre d'une culture générale, dont un élément est une culture philosophique et politique. Mais c'est une très vraie question, si je puis dire, que celle que vous posez. La question de l'identité, c'est une question d'ailleurs, sur le plan philosophique, tout à fait passionnante. L'identité. Et quand on y pense, je peux? Oui. Parce que ça m'intéresse en fait. Classiquement, ça veut dire au XVIIe, au XVIIIe siècle, on définissait l'identité. Alors on pouvait définir l'identité soit par l'âme, c'est commode, par l'âme et la validation. Je suis une créature, donc ce que je suis, c'est Dieu qui le garantit. Soit par le cours de mon existence, par la succession de mes états et une conservation telle
dont une partie de cette succession, que cela fait que je suis qui je suis. Et c'est cela qui fait d'ailleurs que si je perds la tête un jour, eh bien mon voisin, mon cousin, le maire peuvent dire « Mais oui, ça c'est Mathias, c'est lui, il était à Lannion le 19 septembre 2018, c'est bien lui. » Ce n'est pas le visage, parce que le visage, il peut, par la vieillesse, être déformé ou je ne sais quoi. Il a perdu la tête, il ne sait plus qui il est, mais je peux vous dire que ce type parlait le 19 septembre, c'est le même qui parlait le 19 septembre et puis qui a fait ses études, qui a terminé ses études en 1982. C'est le même type, et entre les deux, il a fait un certain nombre de choses inintéressantes, et puis voilà. C'est cette succession-là qui fait classiquement l'identité pour les empiristes. Et là, soudain, pif, paf, pouf, débarque Google, Yahoo, Amazon, Apple, qui disent « Mais Mathias, c'est pas le type, on s'en fiche, qui cause le 19 septembre 2018, mais qui se défrègue de ça? Personne. » Et ce qui est important, Mathias, là, ce type-là, c'est le type qui est passé de tel site à tel site, qui a acheté un téléphone à telle date, qui s'est baladé, qui a envoyé des mails sur cette adresse, sur telle autre, etc. Ce type, c'est une base de données. Et c'est une base de données d'une exploitabilité remarquable. On va gagner des sous avec ce type. Alors, qu'il soit gentil ou pas gentil, qu'il soit marrant ou pas marrant, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est ça. Ça, c'est un trésor. Le vrai trésor. Mathias, il est là. Ce qu'il vous dit, le type qui vous parle en ce moment, c'est rien. Là, ça, c'est quelque chose. Je rajouterais, ça me fait penser au nombre de vues. Les adolescents identifient aussi certaines personnes connues qui deviennent des stars, les youtubeurs, par le nombre de vues. Et c'est ça leur identité aussi. Là, il y a une transformation. Mes copains, j'ai 250 000 copains. Je n'en connais pas un seul, mais j'ai 250 000 copains. On y va. Je reprends la question pour que tout le monde en ait connaissance. Madame Amici vient de dire que la difficulté avec les enfants, les adolescents, c'est que leur identité se construit numériquement au fond, en même temps que se construit leur identité personnelle extra-numérique. Et que donc, il y a non pas simplement superposition, j'imagine, mais véritablement confusion à certains moments entre l'identité numérique et l'identité, disons, personnelle, à supposer que ce soit deux choses différentes, justement. Et vous ajoutiez, je crois, que, bon, nous, ça va, c'est pas très grave, parce que nous sommes constitués, et puis le numérique est venu relativement tard dans notre vie, donc nous sommes protégés. J'ajoute, tu parles, Charles, la confusion, en fait, je ne dirais pas qu'elle est plus grande, mais elle est de nature un petit peu différente. C'est-à-dire que j'imagine que tous nous avons été à un moment ou à un autre déstabilisés, pour employer un autre mot aux valises, en constatant que telle proposition d'achat ou telle image sur un écran, etc., semblait correspondre si exactement à ce qu'on pensait, à ce qu'on imaginait. Enfin, certaines expériences de la toile ou des réseaux en général sont
parfois un peu déstabilisante, ce qui veut dire que nous ne sommes pas tout à fait blindés, quel que soit notre âge, contre ces choses-là. Alors, est-ce qu'en revanche, les petits jeunes qui ont été immédiatement plongés, ce qu'on appelle la génération Y, c'est assez rigolo comme expression, motif que les écouteurs sont comme ça, forment un Y. Bon, la génération Y a immédiatement été plongée dans le numérique, donc elle aurait totalement perdu ses repères. Je crois pas. Je crois que les situations varient. Enfin, ce sont les contextes qui font les situations problématiques. Je ne pense pas que ce soit la simple expérience ou que ce soit seulement le bain numérique qui provoque des difficultés quand il y a des difficultés. Le bain numérique ne provoque des difficultés que quand le contexte dans lequel on prend son bain est un contexte présentant lui-même d'autres difficultés, familiales, professionnelles, etc. C'est quand même cet ensemble qu'est ce qu'on appelle la vie qui fait qu'il y a problème à un moment donné ou à un autre dans un lieu. Et le numérique est un de ces lieux de la vie où il peut y avoir de très très gros problèmes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le numérique qui, de lui-même, parce qu'il est le numérique, produise les problèmes. C'est l'entre-là du numérique. Enfin, je ne suis pas psychologue, après tout, vous savez mieux que moi. Je suis en train de parler pour vous. Non. Merci, M. Mathias, pour cette conférence. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Sylviane ici par rapport à la démocratisation et la culture du numérique. Vous nous avez dit combien cette culture numérique nécessite une culture classique pour pouvoir se repérer, construire cette culture. Et je me demandais justement ce que vous pensiez de la démocratisation à partir de cette culture numérique. Pour aller chercher dans les confessions de Rousseau, il faut déjà savoir que ça existe, il faut déjà connaître Rousseau, il faut avoir un horizon, comme je dis. Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment de démocratisation? Rousseau ou Descartes ne sont pas des objets antidémocratiques. Il y a un lieu où on apprend qu'ils existent, c'est l'école. Alors, il y en a un autre, c'est la famille. Mais dans toutes les familles, on ne sait pas que Descartes ou Rousseau ont existé. En revanche, dans toutes les écoles, on sait qu'ils ont existé. Donc, je crois que ça, c'est un rôle auquel l'école ne doit pas renoncer, qui est de fournir à ses élèves une culture dont la dimension classique est une dimension essentielle. En principe, il y a des cours où on apprend que de tels êtres ont existé. En lettres, en littérature française, en littérature étrangère, en anglais, en allemand, en italien, en mathématiques, il y avait des mathématiciens, Viette, Leibniz lui-même n'a pas été seulement philosophe, il a été mathématicien, etc. C'est à l'école qu'on apprend ces choses-là. C'est donc l'école qui est en effet le lieu d'élaboration d'une culture classique. Je pense que il n'est dans l'idée de personne qu'elle ait à renoncer à cet horizon. Je ne sais pas, je pense que c'est dans l'idée de personne. Alors, est-ce que c'est une conception aristocratique de l'école ? Il
faut aller au lycée général. Vous voulez dire à l'école primaire, on n'en entend pas parler, il faut aller au lycée, au collège. Oui, mais... Je vais réagir comme un vieux barbon que je suis. Je vais vous dire, oui, mais quand j'étais petit, au collège, je savais, enfin, j'ai appris que Rousseau existait. Alors, n'entrons pas dans ce très très difficile débat sur les programmes, etc. Le Conseil supérieur des programmes veille à azimuter nos boussoles intimes, pour reprendre un terme de sa présidente. Est-ce que j'ai répondu à votre question après tout ou pas? Mais pas de manière satisfaisante. Non, dit madame. Si on fait l'hypothèse, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, si on fait l'hypothèse qu'à l'école on n'apprend pas, alors à l'école, je dirais, c'est avant le collège ou c'est jusqu'au collège, jusqu'où est-ce qu'on n'apprend pas que Rousseau existe? Jusqu'en troisième? Bon, d'accord, disons l'école primaire, jusqu'à la fin de l'école primaire, on ne sait pas que Rousseau a existé. On apprend éventuellement que Rousseau existe en quatrième ou en troisième, d'accord. Alors, question, est-ce que les outils numériques peuvent être un palliatif à ce fait qu'à l'école, on n'apprend pas? Je répondrai, j'en sais rien. Oui et non. C'est-à-dire, à l'école, on n'apprend pas. Au hasard des conversations, il se trouve que le mot est prononcé. Il est facile, du coup, de savoir que ça existe. Plus facile avec le numérique que ça ne l'était autrefois. Mais ça ne veut pas dire que... Oui, ça ne veut pas dire qu'on rencontrera Rousseau ou Descartes à l'école. Oui. Alors, est-ce que Rousseau et Descartes sont des êtres d'exception et de culture aristocratique? Ne retournez pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Bonjour. C'était pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, avec la question de la culture classique par rapport à la culture numérique. Alors moi j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup tout ce qui est culture numérique, donc tout ce qui est contenu en tout cas, avec voilà, ce qui est savoir et ce qui est créatif, réseaux sociaux, quel type de réseaux sociaux aussi, donc soit c'est des réseaux sociaux plus très créatifs ou comme Instagram ou Facebook, ou des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus professionnels, donc YouTube pour certaines chaînes de vulgarisation scientifique, ou encore sur GitHub, avec les programmes informatiques où du coup les professionnels peuvent échanger entre eux. Et du coup, pour revenir sur la question de la culture classique, la culture numérique, sur est-ce qu'on connaît Rousseau avant la collège ou pas, c'est la question, je trouve, de savoir chercher en fait dans les sources. Donc, comme on disait sur Google, on cherche les 3 premiers liens, les différentes premières pages. Peut-être qu'on n'apprend pas assez à réfléchir à ce qu'on cherche et à comment on cherche. Par exemple, Rousseau, on peut très bien le trouver au détour d'une recherche internet qui est sourcée, et bien encore une autre source, encore une autre source, encore une autre source, et finir par découvrir un petit peu beaucoup de cultures qu'on n'aurait pas spécialement abordées, même à l'école ou avec d'autres sphères sociales. Voilà, c'était surtout cette réaction-là. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport justement à si on doit vraiment un peu plus scinder les questions du contenu numérique ou si on laisse un nébuleux
je vais essayer de rebondir sur votre remarque. Alors, c'est apparemment plus une remarque qu'une question. Alors, premièrement, je vous disais tout à l'heure, chercher, ce n'est pas simple. Et quand je disais, par manière de plaisanterie, que nous sommes tous des nigauds, c'est que les recherches que nous faisons généralement sont des recherches assez rudimentaires et que nous nous satisfaisons de réponses assez simples, c'est-à-dire efficaces. Quand on entre un petit peu dans le cœur du dispositif, et quand on veut faire des recherches un petit peu poussées sur des questions un peu difficiles, ça demande en effet des compétences, par exemple la maîtrise des opérateurs logiques, de leur association ou juxtaposition, et une capacité d'interpréter les résultats et de trier parmi les résultats, de distinguer, par exemple, je parlais de fake news, de distinguer le vraisemblable de l'invraisemblable, le convenable de ce qui n'est pas convenable, etc., etc. Donc, faire une recherche en soi, si dans le cours de la vie ordinaire, c'est une procédure relativement simple et qui donne assez aisément satisfaction, mais faire une recherche un peu sérieusement, c'est un vrai travail qui requiert de vraies compétences, qui ne sont pas des compétences insurmontables, mais qui requièrent à la fois des compétences, leur mobilisation et de la ténacité. Bon. Donc, premier point, une culture numérique, c'est d'abord ça, c'est-à-dire une capacité non pas d'être dans une relation d'action-réaction avec la toile ou avec une page web, mais d'être dans une relation de labeur avec un espace qui est une mine. Voilà, c'est une mine, et dans une mine, il faut faire des trous, et il faut déblayer, et en déblayant, il faut ensuite retirer les matériaux intéressants et laisser de côté les autres. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je n'ai pas très bien vu comment vous articuliez les choses, culture classique, culture numérique. Mon idée, c'est que dans l'un comme dans l'autre cas, nos capacités et de recherche et d'interprétation sont absolument primordiales. Donc ce qui est primordial, c'est le travail. C'est l'effort. Là, je parle encore comme un vieux barbon, vous le remarquez. C'est l'effort que nous voulons consentir dans l'expérience, dans les expériences que nous conduisons sur la toile et dans les espaces numériques. Ce sont des espaces très embroussaillés. Et il faut débroussailler ces espaces qui sont très, très embroussaillés. Et c'est à cette condition seulement qu'on rejoint un point important que vous évoquez, qui est celui de la créativité. Vous parliez, alors je ne sais pas ce que vous mettez là derrière, vous parliez de réseaux sociaux et de créativité sur les réseaux sociaux. Alors est-ce qu'il s'agit simplement de poster sur YouTube la dernière galipette de son chat, ou est-ce qu'il s'agit de poster un petit documentaire qu'on fait sur Port-Blanc? C'est magnifique, Port-Blanc, je ne connaissais pas, je connais depuis hier, je suis sous le charme. Qu'est-ce que c'est poster sur YouTube? Qu'est-ce que c'est que la créativité? Alors quand on regarde un petit peu près ces choses-là, on se rend compte que mettre des contenus sur le réseau, ça porte un nom générique. Ça porte le nom générique de écrire ou d'écriture. Nous écrivons sur les réseaux. Alors nous écrivons sur les réseaux en postant des petits textes ou en postant des images, etc., etc. Mais si vous entrez un petit peu dans le cœur de la chose, un peu comme un peintre ou un sculpteur entre dans le cœur de la chose en faisant des esquisses, etc. Mais vous vous rendez compte que écrire sur les réseaux, c'est entrer un petit peu dans la technique du processus consistant à mettre en ligne des choses.
Écrire, ça consiste, alors je ne dirais pas tout à fait à programme, mais pas si loin. Écrire, ça consiste non plus à utiliser un crayon sur une feuille de papier, mais à produire du code, à en maîtriser la production et à ajuster les effets de ce code au contexte dans lequel sont intégrées les publications qu'on souhaite faire. Enfin bref, une culture au sens numérique du terme, c'est là qu'une tête bien faite est utile. Une culture, c'est une exploitation au plus près de ses possibilités de la ressource informatique en tant que telle. Montaigne, j'ai une plaisanterie, hein, mais Montaigne, aujourd'hui, écrirait les essais en C++. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur Descartes et Rousseau, parce que connaître Descartes et Rousseau peut-être, mais je pense que surtout ce qui peut intéresser les adolescents, c'est à quel débat, à quelle discussion aussi ils ont pu être mêlés dans leur époque, et en quoi ces débats, ces discussions font écho dans la société d'aujourd'hui. Et la question que je me pose, moi, c'est finalement, on a parlé de culture classique, culture traditionnelle, est-ce qu'elle fait davantage appel à ces débats d'idées pour amener les adolescents finalement à rentrer dans les savoirs, dans la culture? Est-ce que le numérique fait davantage appel ou est-ce qu'il a plutôt tendance à privilégier en fait des faits, des événements, plutôt que des validités? Deux choses. Première, pour reprendre une de vos toutes dernières expressions, les espaces numériques sont des espaces de réaction, des espaces réactifs, beaucoup. C'est en tout cas l'expérience immédiate que nous en avons. Facebook, Instagram, tout ça, ça passe de seconde en seconde, ça change, etc., etc. Et de débat, il n'y a pas vraiment. Il y a surtout des publications, il y a surtout de la production quantitative, et cela est relayé par les machines qui répercutent, qui dupliquent, etc., etc. Ce n'était pas selon ce régime de vélocité extrême qu'avaient lieu les débats intellectuels au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais il ne faut pas réduire les espaces numériques à cette expérience du quotidien que nous en avons. Il y a de grands débats sur les espaces numériques, sur des questions qui tiennent à la politique, qui tiennent à la philosophie, qui tiennent à la littérature, etc., etc. Et ces débats existent sous une autre forme que classiquement. Autrefois, les débats étaient principalement épistolaires. Justement, dans les Confessions, Rousseau parle beaucoup de ces débats avec Grimm, avec Diderot, avec D'Holbach, etc., qui n'étaient pas simplement oraux, mais qui passaient aussi avec Voltaire, qui passaient par des échanges épistolaires très, très denses. Aujourd'hui, beaucoup de débats académiques se font sur les réseaux, de manière aussi dense qu'autrefois, mais de manière aussi démultipliée. Alors, est-ce que ça veut dire que pour, comme vous dites, les jeunes d'aujourd'hui, c'est mieux aujourd'hui, est-ce que c'était mieux avant? Je pense que la question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire que la question ne se pose pas de savoir si les opportunités qu'offre le numérique sont telles que on peut ou non se passer de la façon dont les débats avaient lieu, ou de la façon dont échangeaient les savants il y a 3 siècles.
Ce à quoi on peut réfléchir, c'est la modulation de la vitesse à laquelle les débats avaient ou ont lieu. C'est un objet en soi de connaissance. On peut s'intéresser à ça. Qu'est-ce que c'est qu'échanger dans la communauté des savants, dans la République des lettres, au XVIIIe siècle? Qu'est-ce que c'est qu'échanger dans la République des lettres au XXIe siècle? Il existe une République des lettres. Les universités sont interconnectées, les savants, les équipes académiques interagissent, etc., etc. Il existe des débats de fond sur les réseaux. Donc on peut étudier les variations qui ont lieu du fait des modes d'expression. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très intéressant de dire qu'il soit très intéressant de comparer les vélocités, celle d'aujourd'hui, celle d'hier, et d'en conclure, eh bien, aujourd'hui c'est mieux ou aujourd'hui c'est pire, il faudrait faire comme on faisait autrefois, ou si seulement ils avaient eu autrefois la chance d'avoir les outils que nous avons aujourd'hui. Je crois que ça, c'est pas un débat très intéressant, mais en revanche, à nos élèves et à nos étudiants, nous pouvons expliquer ce qu'est un débat savant. Et qu'un débat savant, qu'il se fasse par le moyen de lettres qui prennent 2 semaines à atteindre leur destinataire, ou de mails qui prennent un quart de millième de seconde à atteindre leur destinataire, un débat savant, c'est autre chose que de l'invective, c'est autre chose que des opinions lâchées à tout vent, c'est autre chose que la manipulation de ses 2 pouces la manipulation de son téléphone ou de sa tablette avec ses 2 pouces. Un débat, ça suppose un investissement dans les idées, ça suppose de savoir des choses, ça suppose d'avoir vérifié avant de dire ce qu'on a à dire, que ça vaut le coup de le dire, etc., etc. Bref, ça suppose une éthique de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner, je pense, aux élèves et aux étudiants. Que le savoir, c'est aussi, dans sa production, relatif à une éthique de la connaissance. Et que l'éthique de la connaissance, c'est encore, dit le vieux Barbon, l'effort, l'apprentissage, la culture, la lecture, etc., etc. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mathias, sur ces pistes de réflexion que vous lancez.